fare un piccolino riassunto in italiano per cominciare. Voglio cominciare a dare qualche basi linguistiche. Una lingua, non c'è una distinzione linguistica di che cosa è una lingua, è un concetto politico essenziale, ma il linguaggio e una lingua sono 4 elementi imbricati insieme: la cronologia, il lessico, la sintassa e la morfologia, che è una piccola parte che non esiste in tutte le lingue. Per esempio andare, vado, andiamo, le differenze
mal nommé, parce que franco-provençal, non seulement ça ne veut rien dire, mais ça donne une idée fausse. On pense que c'est du provençal. Peut-être pas en Italie, mais en France, on connaît vaguement le mot provençal pour les langues. Quand on dit franco-provençal, on dit ah oui, provençal. Donc c'est pire que si c'était un mot qui ne veut rien dire. Je prends l'exemple, comme c'est une langue des vallées, on pourrait dire le valien. Si on dit je parle valien, les gens diront pas ah oui, je connais. Ils n'auront pas une idée fausse, ils demanderont à savoir. Mais avec le mot franco-provençal, ils croient savoir. Par contre, il faut bien dire, c'est bon, c'est très fragmenté, mais par contre, ça a été très bien étudié, peut-être trop bien, parce que les dialectologues ont considéré que c'était un peu leur propriété, qu'il fallait surtout pas essayer d'expliquer ça simplement. Moi, tout le monde m'a dit, oh là là, mais vous savez, en Suisse en particulier, vous savez, c'est très très compliqué, on ne peut pas vous expliquer en 5 minutes, il faut faire des études, il faut... oui, mais si je veux savoir le chinois, ou le japonais qui est un peu plus simple, on peut l'expliquer en 2 heures ce qu'est le japonais. Le franco-provençal, il faudrait des années, parce que c'est différent ici, il y a cela. Il suffit de voir quand on est publié un dictionnaire d'un patois précis, les comptes rendus. On ne se dit pas, ah ben oui, on a bien parlé de ceci, de cela, de cela. Non, on vous dit, ah, ce qui est intéressant, c'est le participe passé de ceci, cette forme-là. C'est vraiment, les comptes rendus sont pour spécialistes. Hein. Vous parliez de Dante, moi j'ai une amie qui adore Dante, quand elle est allée chez un spécialiste dans un séminaire de 8 jours sur Dante, on disait un tel a dit ceci, mais je ne suis pas d'accord, puis il a dit cela sur Dante, un tel a dit que ceci, que cela. Mais on n'a jamais parlé de Dante, on a parlé des spécialistes sur Dante. Donc ça l'a beaucoup ennuyé. Et c'est pas comme ça qu'on fait connaître une langue. Donc, je crois qu'un des grands atouts du franco-provençal, c'est donc comme il a été quand même très bien étudié au niveau du vocabulaire de base, mais surtout qu'il a aussi une riche littérature. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas une littérature partout, tout le temps. Il y a telle région qui a beaucoup de littérature, par exemple le Dauphiné, c'est 16e, 17e, 18e. Allez, la Savoie, c'est 16e et on passe au 19e. La Bresse, il y a au 17e beaucoup, 18e on n'a pas beaucoup, puis fin 19e et surtout 20e. Donc c'est très curieux, chaque région prend le relais des autres. On n'a pas tout sur tout, mais on a toujours quelque chose. Toutes les régions ont quelque chose ou presque, et tous les siècles ont quelque chose à partir, disons, du XVIe siècle. Donc, je vais vous expliquer la langue, les 4 éléments importants d'une langue, c'est donc la phonologie. Donc c'est la partie, on ne dit pas phonétique, parce que la phonétique c'est la base de la phonologie. La phonétique étudie les sons, et ensuite, à partir des sons, on fait le système d'une langue précise. Par exemple, entre le français et l'italien. Vous savez qu'en français et en italien, vous avez che et quelquefois che en français. Vous avez par exemple le chat et le caoutchouc. Mais en italien, vous avez cielo et vous avez scientifico. Che et che. Mais les deux systèmes sont totalement différents. En français, on a che très rarement. Donc on n'a pas de phonème che. On n'a pas d'unité phonologique che. On a te plus che. En italien, ce n'est pas possible de dire que che, dans cielo, c'est te plus che. D'autant plus que je crois qu'on peut dire qu'il y a moins de che que de che. Donc on a 2 unités différentes. Et en français, on n'en a qu'une et on ajoute un T devant che pour faire che. Caoutchouc est un peu une exception. Cielo n'est pas du tout une exception. Donc c'est le phonème. Donc ensuite, on a le lexique. Le lexique, c'est fait justement à partir des phonèmes, parce que les phonèmes en eux-mêmes ne veulent rien dire. Mais les phonèmes ensemble donnent des mots. On appelle plutôt des morphèmes, des monèmes.
même de monèmes. Alors ensuite, ces mots forment des phrases qui sont organisées par la syntaxe. Donc c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué, tout le monde sait ce que la syntaxe. Parfois, avec les mêmes mots, la syntaxe donne des phrases totalement différentes. Le cas typique, c'est Pierre va Paul, Paul va Pierre. J'aurais pu prendre évidemment Nadal va Federer, Federer va Nadal. Hein. C'est chaque fois les mêmes mots, mais tels qu'ils sont organisés, le sens est à l'opposé. Ensuite, il y a la quatrième partie, la morphologie. Et je vais expliquer, c'est tous ces systèmes complexes de différence, par exemple dans les conjugaisons. Solo, sei, è, siamo, siete, te. C'est chaque fois le même sens. C'est le verbe essere, mais c'est toujours avec des formes différentes. Il y a des langues qui n'ont pas du tout ça. Le chinois ne connaît pas du tout la morphologie. Ils ont un seul mot pour dire io, me, mi, tous ces mots-là. Je, me, moi, non, etc. En chinois, c'est le même mot. Dans les langues, on a souvent aussi, en français, on a œil, et le pluriel c'est yeux, c'est quand même assez différent. Mais dans les langues romanes, par contre, on a une très riche morphologie, très complexe, et malheureusement, on doit passer par ce phénomène. Donc les trois dimensions d'une langue, ces quatre éléments, les trois dimensions, c'est le temps, puisque les langues évoluent plus ou moins vite sur le plan morphologique, sur le plan phonologique, sur le plan syntaxique et le plan lexical. Je prends donc comme exemple ce mot qu'on trouve dans la chanson de Roland, Nasfret. Nasfret veut dire blessé. Or, quand on prend le mot français maintenant, c'est navré, qui est très différent politiquement, mais en plus, qui ne veut dire plus du tout la même chose. Ça veut dire triste, désolé. Ça ne veut pas dire du tout blessé. Donc là, on va étudier toutes les langues qui sont très complexes dans l'évolution phonétique, dans l'évolution même du lexique. Les mots ne veulent pas dire la même chose. On a en particulier en français un mot qui existe aussi en italien, c'est libertin, libertino. Hein. En latin, libertinus veut dire un esclave affranchi. Au XVIe siècle, ça désignait une secte païenne, une secte athée. Au XVIIe siècle, ça désignait des gens des libres penseurs. Et au XVIIIe siècle, c'est déjà plus notre sens à nous. Et au XXe siècle, maintenant, c'est même quelque chose de presque positif. Hein. Cette femme est libertine, c'est très agréable. Donc, les mots changent énormément. Et on est obligé d'étudier ça. Il faut être très méfiant quand on étudie des vieux textes. Donc, la deuxième dimension, c'est l'espace et la dialectologie, et tout est complexe en franco-provençal, c'est essentiel. On ne peut pas du tout étudier franco-provençal sans penser à cette dimension dialectologique, qui est certainement une des plus riches et des plus complexes qui existent. Ensuite, je parle de la troisième dimension, le niveau social, qui est un peu moins important en franco-provençal, mais qui existe dans toutes les langues. On ne parle pas de la même manière au café que dans un discours, par exemple. On a tous des mots d'argot ou des mots pas très très gentils pour désigner un policier, par exemple. Je ne sais pas si vous avez un mot en italien pour désigner un policier, mais en français on a le mot flic, hein, qui vient probablement de l'allemand flic et qui veut dire la mouche. Parce que pour dire quelqu'un qui dénonce quelqu'un d'autre, on dit un mouchard. Donc c'est celui qui dénonce. Donc, quand on rentre dans les quatre éléments en trois dimensions, comment peut-on approcher, comprendre ce qu'on appelle langue, et surtout une langue précise. Donc, moi je dis que l'écriture, c'est une sorte de miracle. Ce n'est pas quelque chose de facile, et ce n'est jamais quelque chose de parfait. Ça, il faut dire, il n'y a aucune orthographe parfaite. Même l'espagnol, par exemple, qui est certainement la langue romane la plus parfaite au niveau orthographique, a quand même des H qui ne se prononcent pas, une alternance, le C peut se prononcer de trois manières différentes selon la position, le C et le Z peuvent alterner,
contre, chez nous, on a un orthographe alphabétique qui est très pratique parce que quand on voit un texte latin gravé sur un monument latin, on sait à peu près comment on prononçait. Par contre, si on n'a pas fait de latin, on ne comprend absolument pas. Alors que les langues romanes, c'est du latin qui a évolué pendant 2000 ans. Mais ça a tellement changé en 2000 ans que c'est impossible de comprendre 3 lignes de latin classique. Simplement, l'inconvénient avec une orthographe, c'est très pratique parce que les éléments sont très peu nombreux. Le chinois a besoin d'au moins 250 caractères qui multiplient après. Est-ce que nous, on en a 25-26 lettres? Simplement, c'est facile à frapper. Par contre, on est obligé de temps en temps de modifier. L'orthographe française, depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, a beaucoup changé. Parce qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer déjà au XVIe siècle, et puis qui n'étaient pas claires ou pas très précises, ou à l'époque où on a commencé à l'écrire, il y avait 2 prononciations, on n'en a plus qu'une. Par exemple, il avait. Avait, il avait. On écrivait A-V-O-I-T au XVIe, XVIIe siècle. Parce qu'il y a d'autres qui disaient il avait, et d'autres qui disaient il avoit, et d'autres qui disaient il avouait. Donc au début, on a été obligé de garder ce OI qui était la forme ancienne. Et petit à petit, on a vu que il avait, alors que par exemple pour roi, on avait que roi et roi, on n'avait pas ré. On ne dit pas le ré pour le roi en français. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas la peine de garder ce système. On notait pas l'accent circonflexe, on notait un S. La fête, on écrivait la feste. Seulement le problème, c'est qu'il y avait des mots aussi qui avaient un S. Des mots qui étaient pris du latin, nous allons voir le phénomène avec les langues romanes. Donc, on disait festival par exemple. Donc écrire la feste, ça posait des problèmes. Et on a des mots comme ça, comme festoyer en français, qui se prononçait fêtoyer. Mais on a gardé le S. Et donc maintenant on le prononce. Ce qui est un peu dommage, parce que ce n'est pas la forme normale. Alors, les langues romanes ont plusieurs particularités qui n'existent pas dans beaucoup de langues. C'est d'abord que l'alphabet est le plus utilisé dans le monde, mais imaginez, nous avons l'alphabet latin, mais nous dérivons du latin. Ces 2 phénomènes concomitants qui ont changé tout. Les Allemands, ils utilisent l'alphabet latin, mais ils n'ont pas du tout, leur langue n'est pas du tout du latin. Donc ils n'ont pas ce phénomène de écrire comme le latin chaque mot. De penser, attention, on avait tel mot, telle orthographe en latin, il faut penser à l'écrire de telle manière dans d'autres langues. Alors évidemment, on a ajouté quelques lettres au latin, on a ajouté le W, on a différencié le U et le V, le I et le J, on a mis des accents. Et quand même, les langues romanes, c'est les langues où il y a le plus de signes diacritiques, les accents, le tilde sur l'espagnol. C'est des choses qui ont été très importantes. Et simplement, il y a une longue tradition, c'est qu'il y a 2000 ans, il a commencé à y avoir déjà des phénomènes phonétiques en latin qui n'ont pas été notés, des changements phonétiques. Le latin avait pris l'alphabet grec, mais pas directement. C'est dommage, parce que l'alphabet grec a plus de voyelles et plus de consonnes. Ça nous aurait bien rendu service. En latin, il y a des voyelles longues, des voyelles brèves, qui ne sont pas du tout notées. Et ça
évolution phonétique par rapport à l'orthographe, on s'aperçoit que le latin, il y a 2000 ans, commençait déjà à palataliser le C devant le E et le I. Le mot cento, kentu, qu'on écrivait avec un M et qu'on ne prononçait pas, commençait déjà à se prononcer kentu. Dans toutes les langues romanes, ça s'est fait, sauf en Sarde, puisque la Sardaigne a été colonisée au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc ça s'est passé au 1er siècle. En Sarde, on dit kentu. Mais dans toutes les langues, on dit cento. Et donc ça n'a pas été noté en latin partif, et ça n'a été noté dans aucune langue romane, sauf le romanche, qui note chien, T-S-C-H-I-E-N-T. Et on voit bien que c'est pas un mot comme les autres langues romanes. Par contre, quand vous regardez le latin et l'italien, kentu, cento, l'orthographe est pratiquement la même. La prononciation n'a pas beaucoup changé. Mais quand vous prenez kentu et le français sans, l'orthographe n'a pas beaucoup changé, mais la prononciation a complètement changé. Comment peut-on voir ensemble le mot kentu? Par contre, l'orthographe est très proche et c'est pas vraiment difficile. Je pense que quand on étudie les Italiens qui étudient le français, ils voient sans C-E-N-T, on leur apprend attention, C c'est SE, et E-N c'est EN, et le T on prononce pas, donc c'est sans. Voilà. C'est pas. Il y a un lien entre les langues romanes immédiat. En espagnol, c'est ciento ou siena. Là, il faut savoir que certaines langues ont phonétiquement peu évolué par rapport au latin, comme l'italien, l'espagnol et l'occitan. Et donc, il n'y a pas eu de gros problèmes d'orthographe. Je ne dis pas, je sais que vous m'avez dit qu'il y a des problèmes, mais quand même pas des problèmes monstrueux. Il n'y a pas eu de problème antépathique. Comment on dit TTC, voilà. Par contre, des langues comme le français, le roumain et le portugais ont connu beaucoup d'évolutions phonétiques. Et donc, avec des orthographes, on a dû modifier l'orthographe très tôt. Le français en particulier, on a les premiers textes au 9e siècle. Puis dès le 11e siècle, on a dû écrire, réfléchir à beaucoup de choses. On a fait ce qu'on appelle des digraphes, c'est-à-dire noter un son avec deux signes. Par exemple, en français, le CH pour che, le AI pour E, par exemple, la chaîne, catena, la chaîne, C-H-A-I-F-E. Alors, on a eu des accents aussi, l'accent grave, l'accent aigu, l'accent très complexe. Le roumain a même fait un accent inversé, ce qu'on appelle l'accent de brièveté en latin, pour noter une voyelle brève, le roumain l'utilise. Et donc, on reconnaît très vite un texte en français ou en roumain ou en portugais, on voit tout de suite que c'est très compliqué, il y a des phénomènes. Par exemple, le roumain, le portugais a 3 manières de noter che. Selon que c'est pleu ou fleu, on note CH. Selon que c'est un S, c'est plutôt X. Et en finale, ou devant une